La Corse, bien qu'appartenant depuis le XVIe siècle aux Génois, était en fait libre et indépendante. Et les Corses n'appréciaient guère de devenir tout de go, sans même qu'on prenne la peine de leur demander leur avis, des sujets du roi de France. Aussitôt, ils s'étaient mobilisés contre ce qu'ils considéraient comme un coup de force. Et à la suite de la réunion d'une assemblée de communes corses à Corté, sur l'initiative de l'homme qui était à la tête de l'île depuis 15 ans, le patriote Pascal Paoli, ils n'hésitèrent pas à prendre les armes, galvanisés par le violent discours contre les derniers envahisseurs prononcé par un petit hobereau corse, dont le nom de famille allait entrer dans l'histoire, Carlo Maria Bonaparte. Louis XV, humilié par cette défaite, mit alors le poids nécessaire dans la balance en expédiant dans l'île 22 000 hommes, à la tête desquels se trouvait un certain comte de Vaud. Celui-ci, un émule d'Attila, d'après certains, exhorte les soldats à n'épargner ni les moissons, ni les vignes, ni les oliviers de ceux qui refuseront de se soumettre. C'est le seul moyen, précise-t-il, de leur imprimer la terreur et les ramener à l'obéissance. Paoli rassembla alors toutes les forces possibles et la lutte s'engagea violente, inhumaine, impitoyable. « Que faites-vous quand vous êtes blessé ?» demande un officier français à un combattant corse. « Nous mourrons », répond-il fièrement. Malgré leur courage, le 9 mai, les patriotes corses, écrasés sous le nombre, étaient vaincus à Ponte Nuovo. Une centaine d'hommes seulement avaient pu s'échapper du désastre et se replier vers le Monte Rotondo. Parmi eux, Carlo Maria et sa femme, Letizia Ramolino, famille de très petite noblesse, qu'il avait épousée en 1764, alors qu'elle n'avait que 14 ans, et qui portait dans son ventre celui qui allait fonder une race, créer une nouvelle dynastie et porter la France au firmament avant de l'entraîner dans l'abîme. Soutenue par son mari, qui l'aide à gravir les sentiers abrupts du Monte Rotondo, où, sous les pas, roulent les pierres, cette femme vigoureuse et belle comme les amours, cette femme des rudes montagnes de Corse qui supporte tout, brave tout avec un courage immense, répète à plusieurs reprises alors qu'un violent orage à travers la montagne éclate sur le petit groupe, épuisé, « Il sera le vengeur de la Corse ». Pour, en elle, comme s'il voulait marquer sa fureur et son impatience, son fils s'agite violemment. Avant même d'avoir vu le jour, il est allé d'un Austerlitz à un Waterloo. La cause de la liberté corse semblait bel et bien perdue. Magnanime, le comte de Vaud accorda le pardon aux réfugiés de la montagne et des sauf-conduits. Les Bonaparte retournèrent alors à Ajaccio, qui n'était à l'époque qu'une grosse bourgade, célébrant à la fois la fête de la Vierge, mais avec un enthousiasme de commande, le premier anniversaire du traité rattachant la Corse à la France. À la cathédrale, à peine la grand-messe commencée, Letizia Bonaparte ressent les premières douleurs. Aidée par sa belle-mère, Gertrude Paravicini, la sœur de son mari, la jeune femme regagne rapidement sa maison rue Malherbe. Arrivée chez elle, il est alors près de midi, ce 15 août 1769, le temps lui manque pour monter jusqu'à son lit de damas rouge. Elle se dirige donc vers le salon et s'étend sur un canapé recouvert de soie verte
pour y accoucher presque aussitôt avec l'aide de Gertrude, qui fait office de sage-femme. Alors certains historiens affirment que Laetitia n'eut même pas le temps d'atteindre le canapé et qu'elle donna naissance à son fils sur le carrelage du salon. Stendhal prétendit pour sa part que la délivrance eut lieu sur un des tapis authentiques à grande figure de ces héros de la fable et de l'Iliade. Cette version poétique est bien entendu absolument fausse. Faire naître son fils sur la tête de César ne manquait certes pas de panache, mais comme le dira Laetitia elle-même, nous n'avions point de tapis dans nos maisons de Corse, et encore moins en été qu'en hiver. Quoi qu'il en soit, sur le froid carrelage ou sur un tapis antique, Napoléon Bonaparte entrait dans l'histoire en même temps que dans la vie ce fameux 15 août. Entre-temps, son père, qui avait bien réfléchi, accepta la main tendue par la France en la personne de M. de Marbeuf. Tandis que Paoli s'était réfugié en Angleterre et entendait bien continuer le combat, Charles Bonaparte, dont la famille ne cessait de croître et les ressources de diminuer, était élu député de la noblesse aux nouveaux États de Corse et obtiendra des bourses pour ses enfants. Napoléon dut à Marbeuf d'entrer à Brienne, l'école militaire. Durant toutes ces années, au cours de laquelle se forme le futur empereur, il restera toujours très attaché à son île natale et considérera Paoli, le défenseur de l'indépendance corse, comme son dieu, son héros. Mais qui était donc cette figure emblématique de la Corse, cet homme dont l'aura, depuis des décennies, était considérable dans son île? Alors, il était né en 1725 à la Strette, hameau de Morosaglia. Son père, Hyacinthe Paoli, homme très dévot, cultivé, excellent orateur, poète, appartenait à une génération, la dernière, incapable d'imaginer l'avenir corse sans gêne. Mais, sensible aux injustices et à la pression insupportable du fisc génois, qui provoquèrent en 1729 la révolte de la population, il tenta de diriger la rébellion dans le sens d'une réforme des institutions en place. L'intervention brutale de la France en 1739 pour mater l'insurrection à la demande des Génois l'amena à s'exiler à Naples avec une trentaine de chefs corses. Pascal, alors âgé de 14 ans, suivit son père. Il sera entre 1745 et 1749 élève à l'Académie royale militaire d'artillerie et prendra goût aux mathématiques appliquées, à l'artillerie ainsi qu'au génie. Il reçoit une éducation classique, se passionne pour les historiens anciens, Plutarque, Tite-Live, Tacite, mais sa culture est aussi italienne avec Machiavel ou Dante, française avec Racine et Montesquieu, anglaise avec Jonathan Swift. Par ailleurs, sa correspondance sera toujours émaillée de références bibliques qui témoignent d'une culture religieuse bien plus étendue que celle de la moyenne des catholiques de l'époque. L'un de ses livres de chevet fut Le Prince de Machiavel. Construire un État souverain, forger des instruments d'un pouvoir, déjouer les complots à l'intérieur et les convoitises à l'extérieur. Telle sera l'œuvre à venir de Paoli, qui n'oubliera pas les leçons du prince sur la supériorité qu'offre la République sur les monarchies. La culture familiale le destina très vite à prendre la tête du clan pour révéler l'offense faite par les Génois à son père. Il ne doutera jamais que sa vocation sera de revenir dans l'île pour y exercer les plus hautes responsabilités.
Son apprentissage intellectuel sera entièrement tourné vers cet objectif. Pascal Paoli rentrera en Corse en 1755. Il est alors âgé de 30 ans. Pour lui, beaucoup d'hommes formés à la pensée des Lumières, l'action politique vise avant tout de transformer l'homme par la force et la raison. Sitôt posé le pied sur l'île, sa conviction est faite. Lorsque la direction du gouvernement est entre plusieurs mains, sa mise en pratique devient impossible. Il veut donc devenir chef de la Corse. Il sait que le pouvoir doit être fermement tenu, faute de quoi les rivalités personnelles s'opposent à toute action. Il a tiré la leçon des auteurs de l'Antiquité, comme le fera Napoléon, qui puisera 40 ans plus tard aux mêmes sources. Paoli est aussi un homme de gouvernement. Très vite, il étendra son influence personnelle sur toute la Corse et deviendra président du Conseil d'État qui assure le pouvoir exécutif. La République corse, selon Pascal Paoli, qui durera 15 ans, pourra s'enorgueillir de réalisations exemplaires dans tous les domaines. Sur le plan agricole, on assistera à la reprise d'une politique de plantation du châtaignier, de l'olivier, de la culture de la pomme de terre. Sur le plan culturel, on peut noter la fondation de la première université à Corté. On facilitera la naissance d'une presse libre. Sur le plan financier, une monnaie fut créée. Il y eut plusieurs émissions de soldi entre 1762 et 1768. C'est d'ailleurs une monnaie très rare. Pascal Paoli sera présenté par la plupart des Corses comme un chef d'État démocrate, père de la nation, aimé de tous, même si d'autres jugeront comme un chef penchant vers le despotisme. Ce qui est incontestable, c'est que Paoli cherchera d'abord, durant ces 15 ans, la réconciliation nationale. Et il s'efforcera de moraliser la vie publique, si bien que l'opinion publique éclairée de France et d'Europe sera prise d'engouement pour la Corse et le gouvernement de Paoli. Le roi Frédéric le Grand s'adressa même à Paoli, une épée d'honneur avec les mots Patria Libertas, gravés sur la lame. Les constituants américains, et en premier lieu Benjamin Franklin, puiseront aux mêmes sources que les constitutionnalismes corses, donnant l'illusion que la constitution corse a pu inspirer la constitution américaine. Le traité de Versailles, le 15 mai 1768, qui cédait la Corse à la France, allait marquer pour la République corse le commencement de la fin. Et Paoli connaîtra alors l'exil à Londres, un exil qui durera 20 ans, 20 longues années, jusqu'à la Révolution française. Voici le portrait qu'en fit alors l'Anglais James Bowen. Il est grand, robuste et bien fait, sa physionomie est intelligente, ouverte et franche, son port mâle et noble. Le jeune Napoléon, comme on l'a vu, vouait une admiration fervente pour Paoli, son aîné de 40 ans. La Révolution française allait donc permettre à l'exilé de revenir sur la scène et de rentrer en Corse, et à Napoléon Bonaparte de construire sa légende. Quand commença la Révolution française? Grande question qui divise encore de nos jours les historiens. Peut-être le 4 mai 1789. Ce jour-là, le dauphin, un enfant de 8 ans, très malade depuis plusieurs mois,
quitta son lit pour s'allonger à Versailles sur le balcon de la petite écurie et regarder passer la procession des États généraux qui se rend à Notre-Dame, à l'église de Notre-Dame, à l'église de Saint-Louis. Quelle belle procession! L'enfant est émerveillé. Une procession où figurent les derniers rois de France. Louis XVI, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe et le jeune duc d'Angoulême qui, à Rambouillet, un jour de 1830, sera, durant 3 minutes, le roi le plus inconnu des écoliers de France, le roi Louis XIX de France. Le duc d'Orléans, qui enverra à l'échafaud Louis XVI, marche avec les députés de la noblesse. C'est le héros du jour. Et il y a même là, perdu, au milieu de la foule, le futur maître de la France, Maximilien de Robespierre, en habit de laine noire, mantelé de soie noire et cravate de mousseline blanche. Tous portent un cierge à la main. Le roi, en habit et manteau de drap d'or, avance entouré des grands officiers de la couronne. Il est follement acclamé. Marie-Antoinette le suit, dans sa robe parsemée d'or et d'argent. C'est alors le silence, un silence glacial. Lorsqu'elle passa sous le balcon où le petit dauphin se mourait, il ne lui restait qu'un an à vivre, la reine se sentit défaillir, mais elle parvint à se ressaisir. La Révolution française commençait donc par une procession. Les premiers troubles éclatèrent en France, à Paris, quelques semaines plus tard. Que faisait alors le jeune lieutenant Bonaparte? Il se trouvait à Auxonne, petite ville de Bourgogne, avec sa garnison. Et il écrit. Il écrit une histoire de la Corse, qu'il soumettra à l'un de ses anciens maîtres de Brienne, le père Dupuy. En juillet, il recevra les premières observations de celui-ci, qui corrige le style, redresse des expressions fautives, efface les passages emphatiques. Le jeune auteur, tout à son ouvrage, ne sera pas troublé par les nouvelles de la capitale, pourtant alarmistes. La prise de la Bastille ne figure pas plus dans les papiers du lieutenant que dans le journal de Louis XVI. Chose plus importante pour l'orientation de sa vie, il sera absent de France durant la plus grande partie de la période, certainement la plus exaltante de la Révolution. En fait, il sera en Corse du mois de septembre 1789 jusqu'à la fin de janvier 1791, puis d'octobre 1791 à avril 1792. Enfin, d'octobre 1792 à juin 1793. Il n'aura donc vu que quelques épisodes de la Révolution française. Il ne l'aura pas vécu de l'intérieur, ne se sera ni impliqué ni compromis. Il n'y entrera finalement que quand elle sera déjà faite. Paoli, de son côté, observe au début avec beaucoup d'attention les événements qui secouent la France. Il considère avec une joie extrême l'œuvre de régénération de la monarchie. Il souhaite que la Corse soit aussi libre que les autres provinces françaises. Nous sommes loin des déclarations d'indépendance de 1755 et des cris de révolte de 1769. C'est qu'en 20 ans, le vieux patriote qui approche les 65 ans a bien réfléchi et semble s'être assagi. À Londres, il fréquente la meilleure société. Tout le monde a lu les relations de la Corse de Boswell, sorte de best-seller à mi-chemin entre le reportage et l'analyse politique. Il est reçu par les intellectuels les plus célèbres et admis parmi les francs-maçons où il rencontrera Benjamin Franklin.
Il était en relation avec Jefferson, ministre des États-Unis à Paris, unis par une amitié commune avec Maria Cosway, l'épouse du peintre anglais qui immortalisera ses traits. Il vit dans un hôtel particulier au cœur de la City et le gouvernement lui accorde une confortable pension. Tous ces égards sont sans doute et ont pour but de garder à portée de la main un adversaire de la France. On comprend donc ses hésitations à se lancer à nouveau dans l'aventure, bien que de nombreux Corses demandent le retour du vieux chef. Bastia assure que les Corses ne soupirent que pour lui. Le comité de l'île Rousse, ainsi que de nombreuses autres communes, aspirent à le voir rentrer. Paoli est ému de ces sollicitations, mais n'a jamais eu d'ambition personnelle, ni le goût des honneurs. Il craint que le pouvoir serait habitué à subir et à éviter ce qu'il appelle les manœuvres des petits commis. Le rattachement définitif à la Corse de la France, par un décret du 30 novembre, ne le satisfait pas, car il souhaite toujours un gouvernement à part à l'île. Un article que le comte de Mirabeau a fait ajouter et qui autorise le retour de tous les exilés, dont Paoli, finit par le décider. On a dit que Paoli rentra dans son île avec le dessein de couper la Corse de la France, ce qui est inexact. Paoli n'est alors pas à ce moment-là partisan de la séparation avec la France. Tous ces discours, jusqu'en 1793, prouvent même le contraire. L'habile politique, c'est que les forces qui prouvent même qui viennent d'obtenir le rattachement définitif de la Corse à la France souhaitent mener en Corse une révolution dont il ne désapprouvera pas les principes. Mais il voudrait cependant rester libre dans son île. Il rentre toutefois assez satisfait en sachant que la Corse ne sera plus jamais génoise, ce qui représente pour le général de la lutte anti-génoise une avancée considérable. Arrivé en Corse, il reçoit un accueil triomphant, tout le peuple l'acclame, se presse autour de lui pour admirer le héros de la liberté. Chacun veut le voir, l'entendre, le toucher. L'homme en impose toujours par sa haute stature, par son air résolu, par le regard pénétrant de ses yeux bleus, par ses longs cheveux blancs, et surtout par l'immensité de son prestige. À Paris, où il s'était arrêté, Lafayette, le défenseur des insurgés américains, lui fait les honneurs de la capitale. Et il l'avait conduit en triomphe à l'Assemblée nationale, où il prêta serment de fidélité à la Constitution. Il sera même reçu par le roi Louis XVI, qui l'invitera à assister à la messe à ses côtés. Lors de l'audience qui suivit, le roi lui demanda des nouvelles de l'île. Comme il lui était dit que tout s'organisait pacifiquement, le roi répond « Mes enfants sont donc plus sages et plus fidèles ». Il confie à Paoli le soin de maintenir le calme et l'assura qu'il n'y aura plus désormais de distinction entre les deux peuples. Si Paoli est accueilli, comme on l'a vu, en sauveur en Corse, qu'en fut-il pour Napoléon? Si son prénom n'était pas encore très connu dans son île, son nom était célèbre et le souvenir de Charles restait vivace. On peut se demander si, notamment lors de son second séjour en Corse d'octobre 1791 à avril 1792, il ne songeait pas déjà à jouer dans son île natale un grand rôle. Il avait sans doute l'âge de l'idéalisme, mais il était encore bien jeune pour de grandes ambitions et espérait jouer un rôle politique important.
un peu plus âgé, plus mûr, pourvu d'un grade supérieur, et plus en vue, il aurait peut-être pu espérer briguer en Corse un siège de député aux assemblées révolutionnaires. Il fit certes de la politique en Corse, aux côtés de son frère Joseph, mais de façon bien modeste, quoiqu'il se remua beaucoup. D'abord, en débarquant, une déception l'attendait. La réalité ne correspondait pas, mais pas du tout ou de très loin, à ce qu'il imaginait. Il trouve l'île divisée, en clans, en factions. Tout de suite, des notables comme Pozzo di Borgo et Peraldi, bien implantés, très influents, qui considéraient les deux frères Bonaparte comme des quantités négligeables, se dressent contre lui. Il se heurte aux conservateurs, aux réactionnaires qui accueillent avec méfiance ou qui rejettent systématiquement les idées de Paris. De là résulte, pour le politicien novice que pouvait être Napoléon, une conséquence décisive. Ayant embrassé le parti de la Révolution dans l'intérêt de la Corse, qui pour lui prévalait sur tout le reste, il ne pouvait, dans son île, combattre la contre-révolution sans se ranger parmi les patriotes et s'enrôler à son insu dans le parti français. Il était ainsi conduit, pour la même raison, à se réjouir comme d'une victoire sur les aristocrates du décret de la Constituante qui proclamait la Corse partie intégrante du territoire et qui en faisait 2 départements pareils aux autres. Débarqué à Ajaccio avec les sentiments d'un autonomiste, disciple de Paoli, que l'Assemblée d'Orezza avait porté à la présidence du Conseil général et au commandement de la guerre nationale, sa doctrine, d'après laquelle il fallait être pour la Révolution, tout simplement parce que la Révolution délivrerait l'île de la tyrannie, le met résolument aux côtés des unificateurs, c'est-à-dire aux côtés de la France. Et il n'en sortira plus. À la fin, comme on le verra, il se séparera de Paoli lui-même parce que ce grand patriote corse, déçu par la tournure prise par les événements, voudra la livrer aux Anglais, considérant que les Français, avec la cocarde tricolore, comme avec la cocarde blanche d'ailleurs, que la France est toujours, les Français sont toujours les ennemis. Ainsi ce furent surtout des déboires, des déceptions, des amertumes que Napoléon emporta de ses séjours successifs dans son île natale, jusqu'au moment où elle le rejeta tout à fait. Pourtant, cette école lui fut encore utile. Elle lui apprit la politique et les hommes, la ruse et l'action. Mêlé aux élections départementales où il poussa son frère Joseph, mêlé au soulèvement qui éclate dans l'île contre les administrateurs français, il se forme au coup de main, à l'intrigue et au mépris de la légalité. Il acquiert une expérience précoce et perd à chaque pas, à chaque fois, quelques illusions sur les hommes. Il a encore le feu de l'enthousiasme lorsqu'il rédige sa lettre à Butrafuoco, où il couvre d'injures emphatiques ce député de la noblesse aux États généraux, ce traître qui cherche à mettre l'Assemblée en garde contre l'héroïque Paoli. La municipalité d'Ajaccio accorda à la lettre vengeresse les honneurs de la publication et l'infatigable noircissure de papier eut la joie de se voir imprimée. Mais Paoli accueillit froidement la brochure. Et Bonaparte finira par repartir pour la France avec cette légère mortification, si l'on peut dire, premier nuage sur son enthousiasme. Malgré son dévouement, il est désormais suspect aux paolistes à cause de l'uniforme qu'il porte et qui le rend trop, oui vraiment trop français pour eux. Français avant d'être corse.
Rentré à son régiment, il passe bientôt au grade de lieutenant et il est envoyé à Valence. De Corse, il a ramené son frère Louis, dont il surveillera les études. Et il reprend la vie de garnison, d'autant plus austère que sa solde doit maintenant suffire à 2. Il reprend aussi ses lectures et sa plume. Il n'est pas loin de sentir en lui un littérateur. La question, d'ailleurs, se pose alors, pour lui. Ce jeune homme est-il un militaire, un politicien ou un homme de lettres? Il est en fait tout cela à la fois. Ayant touché à la politique, il s'inscrit à la Société des Amis de la Constitution, il y prend même la parole sans s'apercevoir que plus il s'intéresse à ce qui se passe en France, plus il s'éloigne de sa première patrie, la Corse, et de son maître, Paoli. Après les événements de Varennes, la fuite manquée de Louis XVI et de sa famille, son humiliant retour à Paris, laissaient prévoir le renversement de la monarchie. Napoléon, que rien n'attachait à la monarchie, adhéra au régime nouveau qui s'installait peu à peu sur les ruines fumeuses de la monarchie moribonde. Mais pour qu'il puisse entreprendre une carrière en France, au service du nouveau régime, il fallait qu'il se déprit enfin de cette Corse, attachée viscéralement à son cœur. Cette Corse lumineuse et possessive, cette Corse ensorceleuse à laquelle il revenait sans cesse, malgré lui, avec obstination. Mais voilà que celle qui l'avait enfanté, l'avait séduit, allait le repousser. Et en rompant le lien ombilical, cela allait lui permettre de réaliser son fabuleux destin. Nous sommes au mois d'avril 1792, le mois où la Révolution lance la France dans la guerre, une guerre qui durera plus de 20 ans. À quoi Napoléon Bonaparte, élu depuis quelques mois lieutenant-colonel de la garde nationale en Corse, est-il alors occupé? Un coup de main dans les rues d'Ajaccio. Le jour de Pâques, la population, très pieuse, soulevée par ses prêtres et ses moines contre la constitution civile du clergé, a attaqué les volontaires. Bonaparte, leur chef, répond par des fusillades et des mesures de rigueur qui lui voudront des haines vraiment corses dans sa ville natale, où il passe alors pour un bourreau de Saint-Barthélemy. Comme le colonel Maillard, qui commande la troupe régulière, intervient dans le conflit, Bonaparte refuse d'obéir et veut profiter de la circonstance pour s'emparer de la citadelle, ce qui était à l'autre bout de l'île le plan des paolistes en vue de proclamer l'indépendance. Officier français, il tente même de débaucher des soldats. Ainsi, il s'entraîne aux inégalités. Il perd ses scrupules, il oublie ses lectures, ses essais littéraires, et il ne déclame plus contre les factieux, les ambitieux, les conquérants. L'échauffourée avait mal tourné pour lui et le laissait en mauvaise posture devant ses compatriotes comme à l'égard du gouvernement français. À vouloir toujours s'asseoir entre deux chaises, ça finit un jour par tomber. Il s'aperçoit vite que la Corse n'est pas sûre, que sa position est de plus en plus inconfortable, qu'on ne peut pas être à la fois avec la France et porter son uniforme et soutenir les partisans de Paoli. Il comprend aussi qu'il s'est tout simplement comporté en rebelle aux yeux du gouvernement français et de l'armée. Or, il tient à son grade et à son uniforme d'artilleur, qui même en Corse lui donne du poids, et il s'expose, s'il reste absent de son régiment, à être rayé des cadres et inscrit sur la liste des émigrés.
S'il veut éviter ce danger, il ne doit plus hésiter. Au mois de mai, afin de se mettre en règle avec l'autorité militaire et affirmer sa loyauté, il se rend à Paris. Il retrouve la France et la capitale en combustion. Le mot est de lui. D'un œil déjà exercé, il distingue que la Révolution marche vers le pire et il est témoin d'émeutes bien plus graves que celles d'Ajaccio. Le 10 août, chez Fauvelet, frère de son camarade de Bourrienne et marchand de meubles au Carrousel, il assiste à la prise du château, le château des Tuileries, par la plus vile canaille. Là aussi, c'est son expression. Chaque fois, il s'indigne qu'il n'est pas mieux résister à ce que la populace a de plus abject. Là encore, les termes sont de lui. Il est frappé par cette inconcevable faiblesse du pouvoir. Il y pensera longtemps et plus tard, il dira que Louis XVI, dans ses journées fatales, disposait pourtant d'un plus grand nombre de défenseurs que la Convention au 13 Vendémiaire. Il y pensera longtemps et retiendra la leçon lorsque, plus tard, il exercera le pouvoir. Faire preuve de faiblesse quand le danger est imminent, c'est assurer sa perte. Après le massacre des Suisses, il se risque dans les Tuileries. Il aide même à sauver un de ces malheureux. Chez lui, le militaire se réveille, l'éducation reparaît. Ses sentiments naturels ne sont pas ceux d'un sans-culotte. Mais s'il a horreur du désordre, oubliant que lui-même vient d'être factieux à Ajaccio, il a assez de prudence pour ne pas se donner des airs d'aristocrate, pour se comporter en homme du peuple. Comme toute sa famille, il supprime sa particule, surtout il regarde les événements en curieux, comme d'ailleurs, je vous dirais, la grande majorité des Français, et bien entendu sans y participer. Cependant, il reste en contact avec les députés corses. Par leur recommandation au ministre de la Guerre, il se fait réintégrer dans l'armée. Il obtient, l'indiscipline étant moins grave que le crime de contre-révolution, que le rapport sur les émeutes d'Ajaccio n'ait pas de suite. On efface tout et on recommence. Et c'est avec le grade de capitaine qu'il entre dans le régiment, un régiment. Des hostilités ayant commencé alors entre l'Autriche et la Prusse pour prendre part donc à la campagne. Mais les événements se précipitent. La déchéance de Louis XVI, l'abolition de la monarchie, les fâcheux débuts de la guerre lui donnent à penser que la combustion deviendrait une vaste anarchie où la France se décomposerait et finirait par disparaître. Alors, que se passerait-il? Eh bien, l'indépendance de la Corse se produirait naturellement. Et voilà qu'à nouveau, Napoléon est repris par son vieux rêve. Il veut être là, aux côtés de Paoli et des patriotes corses, pour assister à ce grand jour, assister et y participer, et prendre une place dans son pays libéré. Il sera le vengeur de la Corse. Souvenez-vous de la phrase de sa mère. La fermeture de la maison de Saint-Cyr où était élevée sa sœur, la nécessité de reconduire cette jeune fille auprès de sa mère, l'insécurité de Paris, lui fournissaient autant de prétextes pour entrer au plus vite au pays. Le capitaine Bonaparte s'intéresse peu à peu à ce qui se passe en Argonne. Il est à Marseille, attendant un bateau, lorsque tonne le canon de Valmy. Il semble tourner le dos obstinément à la fortune et à son destin. Ce sera son dernier séjour dans l'île, un séjour qui se révéla désastreux et qu'il s'efforcera d'oublier rapidement. Tout
s'annonçait pourtant pour le mieux pour le jeune général. Le gouvernement révolutionnaire avait élaboré le projet de conquérir la Sardaigne, et ce fut Bonaparte, avec son bataillon de gardes nationaux corses, qui fut désigné pour organiser l'expédition qui devait commencer par un débarquement aux îlots de la Madeleine en face de Bonifacio. Nous étions en janvier 1793. C'était sa première campagne. Je vous laisse imaginer sa joie. Pourtant, il n'y avait là, entre nous, rien de très glorieux. Tandis que la Révolution était à son paroxysme, qu'elle venait de jeter la tête de Louis XVI en défi à l'Europe, qu'elle entrait en guerre avec l'Angleterre, la Hollande et l'Espagne, son ambition à lui était de se distinguer par la conquête d'un abri de pêcheurs. Or, cette conquête, pour simple qu'elle parût, se solda par un échec, pour ne pas dire un désastre. Et l'on peut comprendre qu'il n'évoquera jamais par la suite cet épisode lamentable. Il faut dire que l'expédition s'engage à mal dès le départ. Paoli, à qui la Révolution, dans la période de l'enthousiasme, avait donné le commandement des bataillons corses parce qu'il était un héros de la liberté, un martyr du despotisme, prit très vite une attitude douteuse. Il n'était pas partisan d'un coup de main sur la Sardaigne, regardant les Sardes comme des frères. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y eut pas de bonne volonté. Par ailleurs, il regardait le petit Napoléon, qui avait bénéficié d'une éducation militaire en France, grâce à Marbeuf, d'un œil méfiant, pour ne pas dire hostile. Sur les champs de bataille, comme sur mer, les hommes qui composaient l'armée de la jeune République n'étaient pas tous des saints, loin s'en faut. Les marins qui transportèrent les troupes du débarquement au bord de la corvette La Fauvette, dans les îlots de la Madeleine, et qui devaient les appuyer, étaient composés, il faut bien le constater, de la plus sale écume des ports. Au premier coup de canon, qui partirent comme des forts ennemis, ils crièrent à la trahison et se révoltèrent contre leur chef. Les volontaires corses, qui avaient pris déjà pied sur terre, virent s'éloigner la fauvette qui devait les protéger du feu. Consternés, ils furent saisis de panique à leur tour et ce fut la débandade. La fuite fut si rapide et si désordonnée que Bonaparte, la rage au cœur, dut abandonner ces 3 pièces d'artillerie, aujourd'hui principal ornement du musée sarde de la ville d'Alghero. Furieux et dépité, il s'en retourna avec ses hommes à Bonifacio, mais là la situation faillit devenir encore plus fâcheuse pour lui, puisque les marins de la République faillirent l'assassiner. Découragé et à la limite de l'écœurement, il plante là son bataillon et retourne à Ajaccio. La catastrophe de l'expédition de la Madeleine exacerbe par ailleurs les sentiments de Paoli contre la France. En s'adressant à Lucien Bonaparte, il s'écria « Les voilà, vos Français, eh bien, osez-vous encore les défendre? Je ne le souffrirai plus. Les fils de Charles ne peuvent pas m'abandonner. Il faut que tes frères se décident, qu'ils choisissent entre la France et moi. » Ce fut sans doute au mois de mars 1793 qu'eut lieu une entrevue décisive avec Paoli au couvent de Mérusalia dans le Rostin. La discussion entre les 2 hommes aurait été fort vive, voire même violente. Paoli avait soutenu avec mollesse la malheureuse expédition contre la Sardaigne et Bonaparte, avec tout le respect qu'il lui portait, le lui reprocha avec véhémence. Visiblement, le cœur de Paoli était alors ailleurs. Il espérait que la Révolution donnerait la liberté à la Corse. Et par ce mot, il entendait évidemment l'autonomie. Or, il n'en a rien été. Et c'est alors
qu'il décida de jouer la carte anglaise. Il essaya d'entraîner Bonaparte à sa suite. Mais Napoléon défendait la Révolution et la France, et ne pouvait pas se résoudre à s'acoquiner avec la perfide Albion. Désormais, chacun avait choisi son camp et accepté les conséquences de son choix. Pour Paoli, ce fut dès le mois suivant la ferme condamnation par la Convention qui lui demanda de venir s'expliquer au plus vite à Paris. La nouvelle de cette condamnation souleva l'île d'indignation. Trop fin pour ne pas avoir compris, Paoli fit alors traîner et répond finalement, le 5 mars, que son âge avancé et ses infirmités lui permettent pas un long déplacement. Il ne veut surtout pas quitter l'île qui lui offre la meilleure des protections. Le 2 avril, l'Assemblée le suspend de ses fonctions militaires et décrète que ses commissaires doivent maintenant se saisir de lui et de Pozzo le plus vite possible. Napoléon, voulant néanmoins défendre celui qui avait été son Dieu, prendra la plume le 21 avril pour rédiger une lettre adressée à la Convention pour défendre avec véhémence le vieux général. Le décret contre Paoli a profondément affligé les citoyens de la ville d'Ajaccio, parce que, en ordonnant à un vieillard septuagénaire, accablé d'infirmité, de se traîner à la barre de la Convention, on le confond un instant avec le scélérat conspirateur ou le coupable ambitieux. Pourquoi Paoli aurait-il été conspirateur? Est-ce pour se venger des Bourbons qu'il avait obligé à l'exil? Était-ce pour établir l'aristocratie nobiliaire et sacerdotale? Mais n'avait-il pas lutté toute sa vie contre l'une et l'autre? Était-ce pour donner la Corse à l'Angleterre? Mais ne l'avait-il pas refusé même à la France, malgré les offres de Choiseul, qui ne lui eût mesuré ni trésor, ni faveur? Il termine ainsi. Représentant, Paoli est plus que septuagénaire, il est infirme, sans quoi il serait allé à votre barre pour confondre ses ennemis. Rapportez votre décret du 2 avril, rendez à tout ce peuple la joie. Paoli n'aura, semble-t-il, aucune reconnaissance pour son défenseur. Les fils de Siorle sont alliés aux brigands de club, affirma-t-il, et il refusa même de lire une lettre amicale que lui adressait Lucien en s'exclamant « Je me soucie peu de son amitié ». Désormais, le fil est définitivement rompu. La vendetta entre Napoléon et Paoli est ouverte. Cependant, afin que sa démarche auprès de la Convention ne puisse pas le faire considérer comme un partisan de la politique suivie par Paoli, Bonaparte lance à tous les Corses cet appel d'union avec la France. Citoyens, nous sommes menacés d'une guerre civile et extérieure. Notre ville est malheureusement divisée et l'union peut seule nous sauver. Tous les citoyens veulent mourir républicains français. Il sera beau de se manifester par un serment solennel dans une réunion de tous les citoyens. Mais la proposition ne rencontre pas le succès escompté. Tout n'est plus que confusion dans l'île de Beauté. Paolistes, partisans de l'indépendance ou francophiles, continuent à s'affronter. Chacun a désormais choisi son camp. Napoléon, lui, a choisi, cette fois, résolument, la cause française. Avec l'aide des troupes régulières, il va alors essayer, en vain, de reprendre la citadelle d'Ajaccio, maintenant occupée par les paolistes. Pour ces derniers, le capitaine Bonaparte a franchi la ligne blanche. Il est devenu l'homme à abattre. Le 29 avril, il manquera d'être assassiné aux îles Sanguinaires.
Réfugié à Corté le 3 mai 1793, il doit quitter précipitamment la ville, pourchassé par les paolistes. Sentant le danger de plus en plus pressant, et pour sa famille, il fait passer à sa mère un billet. « Préparez-vous à partir, ce pays n'est pas pour nous !» Laetitia s'enfuit alors avec ses plus jeunes enfants. Le 23 mai, la maison de la rue Malherba est mise à sac par les paysans paolistes descendus des montagnes. À l'unanimité, on vote une motion mettant au ban de la nation c'est Bonaparte, né dans la fange du despotisme et élevé sous les yeux et aux frais d'un pacha luxurieux. Pacha luxurieux, c'est de M. de Marbeuf qu'il s'agissait, qui se trouvait ainsi stigmatisé. Monsieur de Marbeuf, dont on dira même qu'il fut l'amant de Laetitia. Ce qui n'est pas invraisemblable, car devant les infidélités répétées de son mari, la madre n'avait-elle pas toutes les excuses du monde pour se laisser aller dans les bras du galant gentilhomme français? Entre nous, de très mauvaises langues iront même jusqu'à affirmer que le gouverneur était le père du futur empereur. Réfugiée au maquis, comme au temps du Monte Rotondo, Laetitia errait, désemparée, sur la côte, lorsque Napoléon et Joseph, à bord d'un navire français, la recueillirent avec ses 2 enfants. Le 2 juin, la famille était réfugiée à Calvi. Rien, non, plus rien ne reste du rêve corse. Quelle tristesse! Bientôt, les paolistes, allant jusqu'au bout de leur choix, auront livré l'île aux Anglais, dans le seul but de la délivrer des Français. Pozzo di Borgo est alors le principal adversaire de Napoléon, qui le retrouvera acharné à lui porter le dernier coup en 1814, dans 21 ans, tant cette histoire si prodigieusement pleine et prodigieusement courte. Mais par la force des choses, Napoléon est rejeté vers la France par son île impitoyable. Le 3 juin, avec tous les siens, il s'embarque pour Toulon. Il ne reverra la Corse qu'au retour de la campagne d'Égypte. À la fin du mois de juin, sa famille débarque sur le continent. Elle loge d'abord dans un faubourg de Toulon, qu'il faut bientôt quitter pour Marseille. Ce n'est plus alors la pauvreté, c'est pire, c'est la misère. On lit dans les mémoires de la vie de Lucien Bonaparte, prince de Canino, jusqu'au 13 Vendémiaire, Madame Bonaparte, mère et ses 3 filles étaient retirées à Marseille, dans un petit appartement, presque dans une même chambre, vivant des faibles secours que le gouvernement français accordait aux émigrés de la Corse. En allant prendre le commandement de l'armée d'Italie, Bonaparte alla voir sa famille, et il la trouva à table, mangeant des œufs sans pain, avec des fourchettes d'étain. Il resta stupéfait, et prenant la main de sa mère, il lui dit « Un avenir différent s'avance, ma mère. Ayez le courage de l'attendre, je saurai le hâter. » Même fausse, et elle l'est certainement quant à la date du moins, l'anecdote peint fort bien la situation. À la fin du mois de juin 1793, la famille Bonaparte était incontestablement dans la détresse. Retardée dans son avancement, ayant risqué perdre la vie, comme on l'a vu, le capitaine Bonaparte garda une certaine rancune envers ses compatriotes. Plus tard, il écrira avec soin il évita de paraître escorté d'une tribu, car, pensait-il, cela aurait déplu aux Français. D'ailleurs, si désormais il tiendra ses compatriotes à distance, la Corse prendra également pendant longtemps ses distances avec lui, et elle fut longue, très longue, à le prendre au sérieux.
Elle donna une grosse proportion de non au plébiscite du consulat à vie. Mais cependant, son échec d'Ajaccio fut pour Napoléon une sorte de délivrance, en quelque sorte. Le sortilège était rompu, et son île s'était chargée de le rompre elle-même. Elle avait aussi soulagé Bonaparte de la rêverie sentimentale et littéraire de sa première jeunesse. Jean-Jacques Rousseau, le roman de la Révolution, c'est à tout cela, en même temps qu'à Paoli, que sans le savoir, il disait adieu, un adieu définitif. Il ne croit plus à présent à la beauté de la nature humaine. Peut-être n'avait-il pas besoin de cette épreuve pour se durcir, mais il s'est bien durci, c'est le moins que l'on puisse dire. Son style même a changé. Bonaparte a franchi l'âge du sentiment. La première étape de son éblouissante carrière se présentera en septembre 1793, quand il se verra nommé commandant provisoire de l'artillerie de la République au siège de Toulon. Quant à Paoli, condamné par la France républicaine, il éprouvera de plus en plus le besoin de s'adosser à celle en état de faire pièce à la France et désormais en guerre ouverte contre elle, l'Angleterre. À ces raisons stratégiques s'ajoutèrent sans doute un motif politique, son horreur de la mort du roi, son aversion pour la montée de la terreur révolutionnaire, enfin son admiration pour le système politique anglais. Les Anglais, de leur côté, sont conscients des avantages stratégiques que peut leur offrir l'île comme barrière, comme arrière-base dans le conflit qui les oppose à la France. La démonstration en sera apportée quelques mois après. En février 1794, la flotte anglaise doit abandonner le blocus de Toulon et elle tourne alors ses canons vers la Corse. Elle bombarde et s'empare des principales places tenues par la Convention, dont Bastia et Calvi. Paoli se trouvera alors à nouveau entièrement maître de la Corse. En juin 1794 est proclamée la séparation absolue et définitive de la Corse avec la France, qui passe sous la protection de l'Angleterre. Le 19 juin, une constitution d'inspiration monarchique est votée. Chaque député s'engage à reconnaître désormais pour souverain Sa Majesté Georges III. Un poste de vice-roi est créé en Corse, qui ne sera pas confié à Paoli, comme on pouvait le penser, mais à Elliot, Pozzo di Borgo occupant la troisième charge, celle de président du Conseil d'État. Telle est donc la situation du protectorat anglais dans lequel se trouve la Corse. Très vite, Paoli commence à regretter d'avoir fait le saut en offrant l'île aux Anglais. Ses relations avec le vice-roi se dégradent très vite. Paoli, dont le prestige reste intact dans l'île, devient encombrant au point qu'Elliot obtient de le faire rappeler à Londres. Fatigué, déprimé, Paoli s'embarque le 14 octobre 1795 à Saint-Florent pour ce qui sera son dernier exil. Quelques mois plus tard, en juillet 1796, Napoléon chassera les Anglais de la Corse, sans même d'ailleurs qu'un seul coup de feu soit tiré. Les armées de la République seront accueillies dans la plus parfaite indifférence par la population corse, déchirée et écœurée d'être devenue une proie facile, qu'on s'arrache au gré des changements politiques et sans aucune considération pour elle. Le dilemme corse, c'est l'obligation dans laquelle se trouvent les Corses de choisir entre deux grands hommes, deux patriotes, chers l'un et l'autre à leur cœur, Pascal Paoli et Napoléon Bonaparte.
Lequel choisir? Lequel suivre? Lequel trahir? Car désormais, en choisir un, c'est trahir l'autre. Le dilemme corse, c'est aussi le dilemme entre deux visions de l'avenir de la Corse. Une vision utopique, la Corse indépendante, vision qui sera abandonnée par Paoli lui-même, et celle d'une Corse française et fière de l'être. À Londres, Paoli conserve des relations épistolaires avec de nombreux admirateurs, réfugiés une nouvelle fois en Italie ou en Corse. La solidarité corse étant plus solide que toutes les oppositions, il entretiendra même des contacts avec Napoléon, devenu premier consul. Dans une lettre, il écrit que Napoléon est devenu l'homme qui donne aux Corses l'occasion de se venger largement des offenses, mais généreusement aussi. Je l'aime, dit-il, parce qu'il a montré que les habitants de cette île opprimés et méprisés, libérés d'un gouvernement tyrannique, savent se distinguer dans toutes les carrières. Il nous a vengés contre tous ceux qui étaient la cause de notre avilissement. La légende veut même qu'il ait salué la nomination au consulat à vie de son compatriote, en illuminant sa maison d'Edward Ward, comme il se réjouira de chacune de ses victoires. Il n'en voudra même pas au premier consul de l'avoir exclu de l'amnistie générale accordée aux rebelles corses. Paoli ignore la rancune. Lucide, il a compris, trop tard, que la liberté et l'indépendance étaient synonymes. La liberté est de bonne loi, écrit-il. Notre pays l'a obtenue en commun avec la France des mains de l'un de nos compatriotes dans le système actuel politique européen. Nous n'aurions jamais pu jouir de ce bien en formant un État indépendant. Il ajoute enfin comme une mise en garde à l'intention de ses compatriotes. Maintenant que le nom Corse n'est plus méprisé, qu'ils restent tranquilles et profitent des avantages de leur situation. C'est d'actualité. Par l'intermédiaire de Maria Cosway, proche de Joseph Fesch, archevêque de Lyon, Napoléon décidera en 1802 de permettre à Paoli de revenir en Corse. Dès qu'il adressera au premier consul une déclaration politique par laquelle il proclamera son indéfectibilité amour pour la République. Mais Paoli refusera avec dignité. J'ai une bonne dose d'orgueil pour croire qu'il me soit nécessaire de faire une quelconque apologie. Fesch fera savoir que le premier consul a trouvé sot qu'il n'accepte pas les propositions qu'il lui a faites. Il est devenu gâteux, pourrait-il ajouter. Oui. L'empereur s'avance lentement à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, recouverte d'immenses tentures, de draperies et de tapis de velours et d'or. Les plus grands dignitaires du régime en costume chamarré l'entourent. Il tient le spectre et la main de justice et porte un manteau de velours pourpre parsemé d'abeilles d'or, brodé à l'entour et doublé d'hermine, qui laisse apparaître sur le côté une épée à poignée d'or, enrichie de diamants, attachée à une écharpe blanche portée en ceinture et ornée de crépines d'or. Dans un instant, il montera à l'autel et, se tournant vers l'assistance, placera lui-même sur sa tête la couronne d'or ouverte, formée de feuilles de laurier, avant de redescendre quelques marches et de couronner l'impératrice sous l'œil accablé du pape Pie VII, cantonné dans un rôle tout à fait secondaire. Puis, après la messe,
La main sur les évangiles, Napoléon prête serment, d'une voix ferme, retentissante aux extrémités de l'Église. Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du Concordat et la liberté des cultes, de respecter et de faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux, de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi, de maintenir l'institution de la Légion d'honneur, de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. Le sacre de Napoléon, ce 2 décembre 1804, sera, vous le savez, immortalisé par un tableau célèbre de David qui représente en fait le couronnement de Joséphine par son époux. À quoi pouvait donc songer en ces instants mémorables le petit caporal corse, alors que le Tédéum de Basilio retentissait dans tout l'édifice? Peut-être à ce qu'il écrivait à Joséphine quelques mois plus tôt. Toute ma vie, j'ai tout sacrifié, tranquillité, intérêt, bonheur à ma destinée. Sans doute à l'extraordinaire chemin parcouru en quelques années depuis son enfance corse. Il sera le vengeur de la Corse, répétait inlassablement Laetitia sur les flancs raides du Monte Rotondo en 1769. Quelle belle vengeance! Ah oui, quelle formidable revanche sur le destin que celui de ce petit caporal corse maigre au physique ingrat qui allait conquérir la France avant de conquérir l'Europe, sans jamais renier son île natale. Avec lui, n'était-ce pas un peu la Corse tout entière, cette petite île humiliée et rebelle, qui allait conquérir la France? Et Laetitia, à quoi songeait-elle alors qu'elle assiste bouleversée dans sa loge au plus grand jour peut-être de sa vie mouvementée? Disposant certainement et toujours d'excellents dons de clairvoyance, elle devait se dire d'abord « pourvu que ça dure ». À Londres, Pascal Paoli meurt le 5 février 1807, à l'âge de 82 ans, sans avoir revu son île, mais en paix avec la France et avec l'Empire. Quelques jours plus tôt, il écrivait à un camarade d'exil « Notre patrie est maintenant libre, hoc era votis. Je fermerai les yeux pour le plus grand sommeil, content et sans remords pour mon action politique. Que Dieu me pardonne le reste. » Quant à Napoléon, jusqu'à Sainte-Hélène, il regrettera amèrement le rendez-vous manqué avec le héros de sa jeunesse. Pour ce qui est de la Corse, durement tenue sous le Premier Empire, mieux dotée par le Second, elle a toujours inspiré de la méfiance à la République, et elle-même s'est toujours défiée peu ou prou de la France. Et c'est un peu cela, en quelque sorte, l'héritage de Paoli. Longtemps, et encore aujourd'hui, elle préfère souvent déléguer ses pouvoirs entre les mains de quelques chefs de clan, héritiers des capis. Réconcilier définitivement Bonaparte, le défenseur des idéaux de 1789, et Paoli, le patriote corse, c'est le grand pari de ce nouveau siècle. La France, je pense, doit aujourd'hui le comprendre en s'attachant à ne pas briser les initiatives individuelles des Corses en favorisant la culture et l'identité corse. Alors, en même temps que la démocratie et la sécurité pour tous, les libertés régneront enfin sur l'île de Beauté. Je vous remercie.